moi, j'ai vraiment beaucoup analysé Léna et je trouve que en termes de marketing, elle est redoutable en vrai. Parce qu'elle arrive à jouer ce petit rôle de la bonne copine, alors qu'en réalité, on peut pas dire que c'est faux, puisque c'est quand même une partie d'elle, mais on peut pas dire que non plus c'est vrai, puisqu'il y a quand même derrière une stratégie marketing où il faut entretenir cette relation transparasociale, parce que sans ça, en fait, on gagne pas d'argent. Salut à toutes et à tous, merci d'écouter ou de regarder Les Vrais. Aujourd'hui, mon invitée est une sociologue et une influenceuse. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'elle est sur YouTube. Aujourd'hui, sur sa chaîne Et si c'était faux, elle fait de la vulgarisation autour de concepts sociologiques et elle se sert de ces concepts pour raconter la culture Internet. Ça tombe bien, c'est des sujets qui me passionnent. Léa Chou, bienvenue parmi Les Vrais. Merci pour l'invitation. C'est trop cool de te recevoir, merci à toi. Moi, j'ai eu envie de te recevoir suite à l'une de tes dernières vidéos où tu mettais en scène dans un vlog ton mémoire de recherche consacré au vlog, une mise en abîme intéressante, mais on aura le temps d'en reparler. D'abord, j'avais une question. Je t'ai présenté comme une influenceuse et c'est comme ça que tu te présentes. Pourquoi influenceuse et pas créatrice de contenu? Alors, c'est un grand sujet, ça a été un des gros sujets de mon mémoire de recherche, de savoir quel terme utiliser, si j'utilisais plus créatrice ou influenceuse. Et au final, à force de réfléchir, j'ai fait une différence entre les deux. Donc pour moi, nous, influenceurs, on crée du contenu sur les plateformes. C'est ça qu'on va marchandiser, entre guillemets, pour obtenir une communauté. Mais ce qu'on vend pour gagner de l'argent, en réalité, c'est notre influence. On vend notre influence à des marques. Et du coup, à partir du moment où on fait des placements de produits, où on vend cette influence, je considère qu'on est influenceur, influenceuse. Mais on reste tout de même quand même des créateurs de contenu, puisque, voilà. Mais parce que ça, c'est curieux, parce que d'habitude, les créateurs de contenu privilégient le terme créateur de contenu, justement, parce qu'ils disent, moi, au quotidien, ce que je fais, c'est créer. Je fais pas du marketing et je passe pas mon temps à vendre ma personne et à vendre mon audience. Euh, c'est un peu mensonger. Je dirais pas que c'est mensonger, je dirais que c'est quand même une part du réel, mais je pense que c'est un peu hypocrite de dire que tous nos contenus sont orientés juste pour le pur kiff de la création. Évidemment, il y a toujours des questions à se poser. Est-ce que mon sujet va marcher, les algorithmes, et ainsi de suite. Donc, on réfléchit quand même en amont. En fait, pour créer, on a quand même aujourd'hui beaucoup plus que quand j'ai commencé il y a 10 ans, quand il y a 10 ans, on était des créateurs de contenu, en fait. On ne gagnait pas d'argent, enfin, c'était vraiment ça. Aujourd'hui, on réfléchit beaucoup plus en termes de stratégie commerciale pour savoir qu'est-ce qui va fonctionner et comment ça va fonctionner pour avoir plus d'audience et pouvoir continuer de faire de la création. Parce qu'en fait, sans revenu, en fait, on ne peut pas créer. Donc, c'est un peu l'un dans l'autre, on est obligé de passer par là. Et un des, c'est une des choses que j'aime le moins dans mon métier, c'est vraiment ce côté marketing. Mais ne pas le préciser, je trouve que c'est quand même induire les gens aussi en erreur. Et en plus, toi, tu fais partie de celles et ceux qui font le choix de ne pas baser toute son économie sur l'influence, justement, parce que tu vends ta création aussi via ta plateforme Patreon, où tu proposes des textes, des articles à ta communauté en échange d'un petit abonnement, d'une petite subvention de tes abonnés. Euh, donc ça m'a d'autant plus surpris venant de toi, parce que pour le coup, toi en l'occurrence, tu passes pas toute ton économie là-dessus. En fait, j'ai vraiment pris cette stratégie, qui est aussi un peu peut-être marketing au final, de vraiment jouer un peu carte sur table parce que je travaille sur ce sujet et je me dis que quand tu te permets d'un peu critiquer, ce sujet, d'un peu l'analyser, tu dois de ton côté quand même avoir une certaine sécurité et aujourd'hui, en tout cas là, à l'instant T, la chose qui me rapporte le plus d'argent, c'est mes placements de produits. D'accord. Néanmoins, c'est quelque chose qui me questionne et c'est quelque chose qui m'horripile, c'est le fait de devoir, c'est le côté libéral en fait, c'est le fait de devoir trouver des sponsors qui doivent déjà, en plus, ils te payent super mal parce qu'ils te payent que pour ton influence et pas du tout pour la création de contenu, alors qu'ils devraient te payer pour les deux. Et en plus de ça, je me retrouve à devoir donner à ma communauté des envies de consommer de choses qu'elle n'a pas forcément besoin et du coup, j'en accepte peu. C'est vraiment un grand sujet chez moi et je me suis dit, comment faire pour essayer de faire quelque chose d'éthique. Donc je me suis dit, je peux faire du merch. En fait, il y a plein de choses à faire, créer une entreprise, créer des choses et ainsi de suite. Et je me suis dit que j'avais pas envie de créer de nouvelles choses parce que je pense qu'il y a déjà assez de choses qui ont été créées. Donc je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est vendre en fait mes compétences sociaux, en fait, genre ma cognition. Et ça fait que tous les mois, je publie un article sur le Patreon où je reviens en détail sur
Enfin, je vais parler d'actu influence. Et c'est aussi un endroit où il y a peu de monde et où je peux me permettre beaucoup plus de choses parce qu'il est très dur de critiquer les influenceurs en ligne. Donc mon Patreon, c'est un peu un espace où je peux le faire. Et voilà. C'est drôle parce que c'était une de mes questions. Moi, pour m'intéresser à cette culture et à ces mondes depuis longtemps, je me suis rendu compte qu'en réalité, il y avait peu d'espace critique, peu ne serait-ce que même de traitement d'actu sur les créateurs de contenu. Euh, Comment tu l'expliques? À la base, quand on a commencé les réseaux sociaux, on n'était tellement pas considérés. C'est-à-dire que vraiment, on était Ouais, des petites crottes. On nous demandait tout le temps, mais tu feras quoi dans 10 ans? Enfin bref, le on se fameux. souvient, le fameux Thierry Ouais, Ardisson, voilà. la fameuse Léa Salamé, on les a tous en tête. C'est ça. Et du coup, pendant très longtemps, ce travail a été quelque chose qui était vu comme un amusement et pas quelque chose de sérieux. Donc pendant longtemps, on a pu faire tout ce qu'on voulait dans notre coin. Mm. Là, depuis peu, 2024, il y a les lois, il y a les choses qui s'encadrent. Alors, il y en a qui vont dire que c'est pour le mieux. Moi, je ne suis pas forcément sûre. Mais en tout cas, il y a eu un cadre qui s'est fait. Et sauf qu'on se retrouve avec un problème. C'est que quand ton entreprise, c'est toi-même et que ton image, c'est ton entreprise, il est dur de dissocier, en fait, qu'est-ce que du réel et qu'est-ce que de la personne. Mm. Puisque notre commerce se base 100% sur mélanger un peu de nous et un peu de storytelling, enfin de voilà. Et du coup, ça fait que quand tu critiques quelqu'un, enfin une œuvre culturelle, tu vas critiquer genre un réel, une vidéo, un podcast ou une idée, et ben directement ça va être associé à cette personne personnellement et elle va sortir la carte de oui mais le harcèlement et ainsi de suite. Et ça fait qu'en fait on peut pas, c'est très difficile et il faut vraiment l'enrober et vraiment faire très attention à ce qu'on dit parce que rapidement on peut se retrouver en procès pour concurrence déloyale, euh, diffamation, harcèlement et ainsi de suite. Ah oui, j'y avais même pas pensé. Moi, je pensais naïvement, parce qu'on voit dans tes vidéos que tu prends quelques précautions. Je pensais naïvement que c'était les communautés qui pouvaient être virulentes, qui, au bout d'un moment, avaient fini par un peu t'effrayer, brider la parole, comme on le voit parfois. Ah non, je suis terrorisée des autres influenceurs. Mais vraiment, je suis terrorisée. Mais je commence à avoir de plus en plus de messages d'influenceurs et c'est marrant parce que moi, je suis là depuis 12 ans. J'ai déjà interagi avec ces personnes dans la vraie vie. Ils m'ont jamais calculé. J'étais vraiment en mode elle est pas intéressante. Mais depuis que je prends la parole sur ces sujets, bah, je les ai dans mes messages privés et j'ai des coups de pression énormes. Bah, j'ai des menaces, voilà, j'ai des menaces de porter plainte et ainsi de suite. Mais le truc, c'est qu'à force d'en recevoir, bon, en fait, on s'y habitue et ça permet aussi à moi, de mon côté, de me dire ah, ça, je peux pas le dire comme ça, mais je peux le dire comme ça. Et je joue vraiment sur les mots. Je fais la même chose que ce que font les influenceurs et ce que je sais faire puisque c'est mon travail. C'est je joue sur le flou. En fait, je joue à la fois sur bah, en fait, c'est la personne, mais c'est pas elle que je critique, c'est directement son œuvre. Alors oui, c'est associé, mais c'est pas non plus dissocier l'œuvre de l'artiste et ainsi de suite. Enfin, il y a toutes ces questions-là. Et du coup, bah, en fait, j'arrive à trouver le flou qui me permet, avec les bons mots, de pas attaquer la personne personnellement et du coup d'avoir moins de chances qu'on porte plainte. Voilà. Concrètement, qu'est-ce qui a changé ces 10 dernières années sur YouTube? Parce que j'ai l'impression que tout a changé, mais d'une certaine manière, rien n'a changé. Moi, je, moi, je dirais que tout a changé et tout a beaucoup changé. En fait, il y a eu bah, l'essor des plateformes numériques et notamment du capitalisme numérique Ça, oui. où Internet a lui-même évolué. C'est-à-dire que nous, enfin moi en tout cas, il y a 12 ans quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'avais pas Instagram. Et on a eu Instagram, Snapchat et tout après. Il y avait vraiment que YouTube. Et déjà, YouTube, c'était une révolution. Et quand on a commencé à créer, c'était vraiment en mode, nous, on veut faire l'inverse de la télé. C'est vraiment quelque chose qu'on veut, c'est se couper de ce modèle-là parce que c'est n'importe quoi, nanani nanana. Et au final, en fait, ce qui a changé, c'est que YouTube a commencé à mettre de la publicité. Et évidemment, on était super contents de pouvoir être rémunérés. Mhm. Sauf que du coup, il y a d'autres plateformes qui ont commencé à émerger. Et puis, aujourd'hui, on est connecté tout le temps. C'est-à-dire qu'on a tout le temps un téléphone à la main. On est tout le temps sur les réseaux sociaux et le marché du numérique, enfin vraiment l'économie du numérique, elle a pris une ampleur tellement grosse que notre travail est passé de créateur de contenu à quelque chose de marchand qui est donc l'influence. Puisqu'à l'époque, quand on crée du contenu, c'était vraiment on crée du contenu parce qu'on kiffe le contenu qu'on crée. Et aujourd'hui, on kiffe toujours le contenu, mais il y avait vraiment ce truc à l'époque aussi de dire ah, je suis pas là pour l'argent. Enfin, je veux dire,
non, parce que quand tu fais de l'influence, tu pas vraiment là pour l'argent puisque la majorité sont précaires. Mais il y avait un truc de, vraiment, une certaine innocence, je dirais, vis-à-vis des plateformes. Avant, les plateformes étaient beaucoup plus dépendantes de nous et aujourd'hui, on a un peu inversé la tendance où les plateformes font ce qu'elles veulent de nous et notamment Instagram qui a changé plein de fois son algorithme et qui nous a, forcés à faire du format vidéo alors qu'à la base, c'était pas du tout ça et en fait, on s'est retrouvés, aliénés, en fait, aux plateformes où aujourd'hui, si là en ce moment YouTube, il y a quand même des gros soucis où ils partagent des propagandes, etc. Ils modèrent pas leur publicité. Et moi, c'est un peu un problème de me dire, ok, quand j'envoie les gens sur cette plateforme, bah, je prends le risque qu'ils tombent sur ce genre de vidéos. Mais à la fois, bah, en fait, sans YouTube, en fait, on peut plus rien faire et en fait, on est totalement aliéné aux plateformes. Totalement dépendant aux Ouais. plateformes. Ça, c'est pour le coup ce qui a vraiment changé, Mm. c'est que c'est devenu une industrie. Mais quand je disais rien n'a changé, c'est que les recettes sont sensiblement les mêmes. Déjà, il y a toujours, et moi ça me désespère un peu, le côté très genré de la création de contenu. Les filles font des vlogs, euh, concrètement, les gars font du jeu, du concept, etc. Et puis, il y a toujours cette mise en avant, et c'est un sujet que toi qui t'intéresse vachement, cette mise en avant de l'authenticité, Mm, mm. de la vérité. On l'a vu là ces derniers mois avec l'explosion d'animes Oui, c'est vrai. qui a tout misé sur Mm, l'authenticité, les streams dans la cuisine, etc. Moi, je suis transparent. Moi, je vous dis tout de mes deals, des marques, mm, etc. Ça m'a rappelé ce qui existait il y a déjà 10 ans, mm, quoi. mm. C'est marrant. Pourquoi cette obsession pour l'authenticité sur Internet, même quand tout est fake? Ouais, ben en fait, il y a eu la première phase où on était très authentique au tout début, puisque vraiment on n'était pas encore, voilà. Mais vraiment? Parce que dès le départ, en réalité, dès qu'il y a une caméra, il n'y a plus d'authenticité. Ouais, mais franchement, moi, je me souviens des premières vidéos où je tournais ça à ma webcam et où je présentais des vêtements. Alors certes, il y a moins d'authenticité, mais j'avais pas encore conscience. En fait, évidemment, quand il y a une caméra, il y a toujours un peu une barrière, mais la conscience de ce que c'est et ce que ça va engendrer derrière, elle est totalement différente entre aujourd'hui, tu publies une vidéo sur Internet et quand tu le faisais il y a 10 ans. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que nous, à l'époque, il y avait les youtubeuses beauté, donc les femmes qui étaient cantonnées à ça. Mm. Et du coup, il y avait les mecs qui faisaient du gaming, de la culture et ainsi de suite, et vraiment peu de vulgarisatrices, et il y en a toujours peu. Mm. En fait, ensuite, il y a eu ce basculement où il y a eu Lena Situation qui est arrivée avec cette vague très... je vais montrer une partie intime qu'on n'avait jamais montrée jusqu'alors, c'était le travail entrepreneurial. Et ça a vraiment redéfini les codes de YouTube. Moi, je considère qu'il y a vraiment deux grosses influenceuses qui ont modifié YouTube. Il y a eu Enjoy Phoenix et Lena Situation. Bien sûr. Et suite à ça, il y a eu une vague un peu US qui est arrivée. Et là, on est parti dans une era où le storytelling était de mise, où Lena a lancé ce concept et tout le monde l'a repris. Et ça a créé des contenus beaucoup moins authentiques et beaucoup plus de mise en scène, beaucoup plus de... En fait, ceux qui avaient un peu les meilleurs capitaux culturels, c'est ceux qui ont réussi à s'en sortir. Lena, on parle très bien elle-même. Et là, il y a eu un... Sachant que Lena a tout misé sur l'authenticité au Oui, départ, la totale transparence. ouais, mais tout en... Léna, elle a été super, super maligne parce qu'elle a vraiment. Léna, moi j'ai vraiment beaucoup analysé Léna et je trouve que en termes de marketing, elle est redoutable en vrai. Parce qu'elle arrive à jouer ce petit rôle de la bonne copine, alors qu'en réalité, c'est. Ben, on peut pas dire que c'est faux, puisque c'est quand même une partie d'elle, mais on peut pas dire que non plus c'est vrai, puisqu'il y a quand même derrière une stratégie marketing où il faut entretenir cette relation transparasociale, parce que sans ça, en fait, on gagne pas d'argent. Et donc, elle sait très bien monter ses vlogs, elle le dit elle-même. Je prends un moment et je mets juste des gens qui dansent avec de la musique parce qu'il faut que ça soit festif. Et elle sait ce qu'elle fait puisque elle le dit aussi qu'elle s'inspire de films, qu'elle a toujours été très dans le cinéma et tout ça et tout ça. Et sauf que il y a eu aussi là il y a eu un ras-le-bol de un peu cette ère un peu clean girl aussi très voilà très routine et ainsi de suite. Mais pourtant en vrai de vrai les formats n'ont pas tant changé. On avait commencé nous on faisait des night routines. Mm. Maintenant c'est des vlogs mais ça reste des night routines. Et en fait, là, il y a eu un moment de... Il y a tellement de contenu, donc on va essayer de retourner aux bases. Et il y a de plus en plus d'influenceurs qui retournent, du coup, là, à faire des routines beauté. Genre vraiment juste tester du maquillage sans faire de vlog et ainsi de suite. Et là, ouais, on est un peu à une phase où l'influence est encore en train de prendre un tournant, qui est un tournant où le but, c'est de marchandiser des choses qu'on n'avait jamais marchandisées avant, c'est-à-dire notre intimité personnelle un peu plus encore. Oui. Donc, ça veut dire on va parler de ce qu'il y a encore plus derrière, on va aller encore plus profond, on va dire qu'est-ce que les marques, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'on fait, et ainsi de suite. Et c'était des choses dont on n'avait jamais parlé avant. Et comme
comme dirait Boltanski dans Le Nouvel Extrait du capitalisme, on a été obligé d'aller chercher des ressources qu'on n'avait jamais exploitées jusqu'alors. Et ce qu'on fait dans l'influence, les entreprises commencent à le faire. Et puis, il y a 10-15 ans, il y avait, dès qu'on partageait le moindre sponsoring, dès qu'on parlait d'une marque, dans les commentaires, c'était le feu. Tout le monde sautait sur les youtubeuses et les youtubeurs à l'époque en disant mais quoi, c'est le diable, ça va pas, etc. Et aujourd'hui, les marques sont totalement intégrées dans le storytelling. Ouais. Comment expliquer cette bascule? Alors ça, purée, je me souviens vraiment quand il y a eu les Squeezie et tout ce groupe qui ont commencé aussi à, nous, de notre côté, à dire, en fait, sans les placements produits, on peut pas créer. Parce que c'est vrai que c'est un travail. Au bout d'un moment, c'est compliqué aussi de vivre de ça si on n'a pas de sponsor. C'est comme la télévision. Enfin, je veux dire, pour moi, on est un peu comme des programmes télé avec des pubs entre les choses. Et je trouve que le fait d'accepter les placements de produits, c'est aussi accepter qu'on est des entreprises. Mais encore une fois, je trouve ça un peu flou. Enfin, tout est flou dans notre métier puisqu'il y a un peu cette corde sensible où on l'est sans l'être. Et je pense qu'il y a eu vraiment une démocratisation du placement de produits comme étant si j'aime cette personne et que je veux qu'elle continue de créer, il faut qu'elle gagne de l'argent parce que sinon, voilà. Et du coup, je trouve que c'est vrai que le placement de produit est devenu quelque chose de normal. Par contre, moi, je sais que dans ma communauté, à chaque placement de produit, je vais avoir un comité qui va venir me dire alors ça, c'est moyen parce que tu sais, tu en penses quoi et tout. Et je suis en mode ah oui, je sais, je le sais, mais voilà. Et du coup, j'essaye vraiment de faire au mieux, mais il y a toujours quand même un peu de réticence parce que les gens maintenant savent sans savoir en fait. C'est Et il y un a peu encore ça. un peu de vigie. Ouais. Il y avait une autre question que j'avais envie de te poser concernant justement la suite, une fois qu'on a mis plein de pubs partout, etc. Il y a des créateurs de contenu, on a cité Lena, on a cité Squeezie, on peut en citer d'autres, qui sont devenus riches grâce à leur activité. Vraiment riches. Ouais, ouais. Et ils ne s'en cachent pas, Mhm. et ils en parlent de manière assez transparente. Euh, Comment expliquer que même s'ils n'ont plus du tout les mêmes vies que leurs abonnés, parce qu'en plus de, en plus de la richesse, il y a aussi l'influence qui change Ouais. tout, parce qu'ils peuvent pas sortir dans la rue. Mhm. Moi, j'ai croisé des créateurs de contenu qui m'expliquaient que quand ils allaient voir un concert ou quand ils allaient voir un spectacle, parfois ils mettaient masque chirurgical, casquette. J'en ai même croisé certains pour ne pas se faire repérer. Euh, Comment faire en sorte, alors que ce sont devenus aujourd'hui de superstars richissimes, de faire en sorte de continuer à maintenir cette relation parasociale sans créer un mur entre les communautés et les créateurs? Ça, c'est un truc que j'ai vu, notamment dans le vlog. Du coup, il y a les influenceurs sont pas du tout un groupe homogène. Il y a des gens qui démarrent avec des bons capitaux, comme Lena, Squeezie aussi, c'était pas à plaindre, hein. Et il y a des gens qui démarrent vraiment avec des parents ouvriers et qui ont commencé vraiment enfin voilà, il y a vraiment de tout milieu dans ce groupe. Bien sûr. Et c'est marrant de voir à quel point dans le vlog, les femmes plutôt de classe populaire vont avoir tendance à performer de la richesse, à avoir des appartements, à mettre du marbre, à faire un peu ce qu'elles pensent être la richesse. Et t'as tous les riches qui font semblant d'être pas riches. Et moi, j'ai interviewé une fille qui a beaucoup, beaucoup d'argent de base, hein, de sa famille. Et aujourd'hui, elle gagne très bien sa vie avec l'influence. Et elle m'expliquait qu'elle, c'était un peu un truc d'essayer de se mettre à niveau en fait, parce qu'en fait elle me dit sans me mettre à niveau en fait je perds la connexion parce que voilà, Elena elle a le fameux concept quand tu reçois tu donnes pour rester dans cette relation de ok maintenant j'ai de l'argent mais c'est grâce à vous et je vous en fais profiter. En vrai elle pourrait faire gagner genre une console tous les mois que ça serait même pas profiter de tout ce qu'elle a quoi. Mais ça permet au public de maintenir ça. Mais en tout cas, Lena, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de reproches par rapport à ce sujet. Parce que la distinction, notamment même dans ses vlogs d'août, entre elle et la vie de la plèbe, enfin je veux dire, il y a quand même un fossé. Et c'est vrai que moi j'ai analysé les vlogs d'août et il y a vraiment un truc de, oui c'est des vacances de gros bourgeois et en vrai de vrai personne vit ça quoi. Donc il y a un truc où les commentaires commencent, en tout cas, j'ai remarqué pour Lena, à se faire ressentir d'eux. Il y a une déconnexion entre elle et un petit peu sa communauté. Ok. C'est intéressant parce que là, on est au cœur de tes travaux de ces dernières années, euh, sur le côté, sur comment on marchandise l'intimité. Euh, Concrètement, où est la limite aujourd'hui? Quels sont les tabous? Quelles sont les choses qu'on ne montre pas quand on est influenceur? Les drogues, je pense. À part l'alcool.
Et tout ce qui est consommation de drogue, ils le montrent pas. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui consomment des drogues et ça, on n'en parle pas. C'est un sujet qui est très tabou. La sexualité, c'est encore très intime, hein. Heu, mais pour le reste, on peut aller au fin fond d'un cerveau, humain et le vlog est un format, très intéressant pour ça. Le vlog, pour moi, c'est un format qui est très, très intime et je pense qu'on s'en rend pas compte à quel point ça donne accès à tellement de choses entre le décor, la façon d'être, la façon de parler, la façon d'interagir et ainsi de suite. Enfin, c'est très intime, mais il y a quand même des limites. Il y a aussi, moi j'ai beaucoup été dans il faut arrêter de montrer, de romantiser l'alcool. Et il y a une personne qui m'a dit: «Oui, mais moi, je montre tout mon quotidien, donc je vois pas pourquoi je montrerais ça». Et en fait, je lui ai répondu: «Bah non, tu te montres pas quand tu te douches et quand tu vas aux toilettes. Donc tu montres pas tout ton quotidien et donc à partir de là, bah, c'est faux de dire que tu peux montrer que tu consommes de l'alcool parce que Mmh. évidemment, si tu le mets en avant, c'est quelque chose que tu veux personne met en avant quelque chose qui veut dévaloriser. La plupart du temps, si c'est des trucs un peu négatifs, on va essayer de les amener en sorte que les gens puissent comprendre et puissent avoir de l'empathie et comprendre quelque chose. Mais c'est jamais mettre en avant quelque chose juste pour le mettre en avant». C'est drôle que tu parlais de drogue, parce que moi, c'est une réflexion que je me fais depuis longtemps. Il y a très peu de créateurs de contenu qui sont entre guillemets «sales». Il y a très peu de créateurs de contenu qui sont vus, surpris, en train de en train de faire des choses répréhensibles, alors qu'il y a d'autres stars en Ouais, permanence. ouais, ouais. Il y a quand même un contrôle de l'image qui est au cœur de ce métier. Il y en a certains qui ont eu des polémiques, des Ouais, affaires judiciaires, qui ont été cancel ouais. en un rien de temps. Et ça, pour le coup, c'est plutôt bien quand on le fait. Mais je vois je pense que le dernier souvenir que j'ai d'un créateur ou d'une créatrice qui se fait choper en mode de nuit, c'est David Lafarge Pokémon, et c'est il y a quelques années déjà, qui avait été vu, bourré, une clope au Ouais, ouais, bec, ouais. et cette clope, C'est la clope. la clope avait fait toute une polémique en Oui, disant: «Mais quelle image tu montres à la c'est jeunesse de vrai, France?» c'est vrai. Et on n'en voit pas, Mais alors que pourtant ça doit exister. oui, alors déjà ça existe parce qu'ils prennent, bah, il y a plein de drogues, hein, mais déjà juste la clope, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai déjà parlé de consommation de cannabis et de cigarettes Mmh. et c'est vrai que, je fume des cigarettes, genre en soirée, ça m'arrive et à chaque fois qu'on me voit, on me dit: «Oh, c'est fou, mais j'imaginais jamais que tu fumes enfin je pensais pas que tu fumais en fait». Et pourtant, moi je connais enfin tous les gens tous les créateurs que je connais, la majorité, bah, fument et c'est vrai qu'il y a un truc de une certaine, sacralisation de notre image et le truc, c'est aussi très difficile parce que évidemment c'est pas bien de fumer, c'est pas bien de boire, c'est pas bien de prendre des drogues. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, c'est que chacun fait ce qu'il veut et on n'est pas là pour ça. Néanmoins, moi, j'ai mon truc de me dire: «Je veux pas, promouvoir ce genre de choses» parce que, bah, moi, j'ai mon père qui est mort d'alcool, genre il y a 6 mois et c'est des sujets où je trouve que c'est pas bien de, romantiser et surtout qu'il y a un truc de l'alcool, c'est OK, mais les autres, c'est pas bien. Donc Mmh. déjà, ça, je suis pas d'accord. Donc je suis en plus en mode: on montre rien, en fait et voilà, mais le problème, c'est que comme on a une vie réelle et qu'on est, physiquement reconnaissable, mais dans la vie réelle, on est nous-mêmes, on n'est plus, sur les réseaux sociaux et là, en fait, on nous voit et en fait, comme si on avait brisé un truc et tu en mode: «Oui, mais je suis, quelqu'un et j'ai pas envie de vous consommer à ça» et moi, je pense pas, et c'est un sujet puisqu'en ce moment, on est dans le truc de l'authenticité et c'est marrant parce qu'on en parle beaucoup en off. On est d'accord aujourd'hui, alors il y a quelques années en arrière, on l'était pas du tout, de dire: «C'est OK de pas être authentique et de faire semblant». Moi, j'étais aux réunions Meta où Meta nous disait: «Vous faites semblant d'être authentique». Genre, vous prenez des photos et vous faites semblant qu'elle est authentique. Mettez des photos avec votre famille, avec ci, avec ça, parce que les gens cherchent de l'authenticité et en rigolant, ils disent: «Oui, enfin une authenticité, vous avez compris». Parce que en fait, on a vraiment ce truc de maintenant savoir qu'on a quand même une responsabilité et qu'on peut pas être 100 authentique, mais en tout cas sur ceux qu'on essaye de mettre en avant, on essaye d'être on sera jamais 100 authentique, mais on essaye de trouver un juste milieu, enfin un équilibre entre tout montrer et tout lâcher et rien lâcher, quoi. Tu as regardé des dizaines et des dizaines d'heures de vlogs. Est-ce que tu vois une tendance globale qui relie toutes les créatrices, parce que c'est majoritairement des créatrices, que tu pu observer? Eh bien, en fait, j'ai déjà pu observer que c'était pas majoritairement des créatrices. Ah bon? Ouais. En fait, le vlog est un format qui est très intéressant parce qu'il y a 2 formes de vlog. Donc il y a le vlog du quotidien, Oui. qui va être le wiki vlog et cetera, qui est du coup très genré féminin. Mais il y a le vlog que j'ai appelé le vlog à thème, où, Inoxtag part, le thème de son vlog, Oui. c'est, de partir. Mais en fait, Kaizen. c'est un vlog.
Et en fait, les hommes vont avoir tendance du coup à faire plus des vlogs à thème, vraiment autour d'un thème central, d'un storytelling, d'une aventure, d'une épopée en mode je suis un héros et je vais aller conquérir je sais pas quoi, alors que les femmes vont avoir tendance à faire du vlog du quotidien. Cependant, il y a quand même des hommes qui font du vlog du quotidien, il y en a peu. Bien sûr. C'est dommage. Il y a Euh, quelques années, il y avait Prime notamment qui oui, en faisait. par exemple, ouais, Mm. tout à fait. Je crois qu'il a arrêté, non? Enfin, lui, il a eu des... Il a arrêté, là je crois qu'il a publié récemment une vidéo plutôt vlog thématique Ouais. dans le désert, Ah oui, ouais. mais il a arrêté le vlog du quotidien. Ok, ouais. Bah ouais, en vrai, le vlog du quotidien, c'est un format qui est beaucoup plus intime et on a tendance à, dans la socialisation primaire, à nous, les femmes, du coup, en tant que groupe, on a tendance à être plus à l'aise à partager cette intimité déjà entre nous et du coup, on fait plus du vlog pour les copines et il y a quand même un truc très genré masculin de vouloir partager beaucoup de performances. Mm. Mais il y a quand même ce côté-là dans le vlog, ensuite de dire si il va y avoir des nouvelles choses qui vont sortir en termes de vlog. J'ai pas l'impression, là j'ai un peu l'impression qu'on est un peu sur des catégories qui sont un peu figées. Moi je suis très curieuse de voir ce qui va se faire, alors c'est pour ça que j'ai voulu tenter de faire un vlog d'un vlog, où je Mm. me suis dit, en vrai j'ai l'impression qu'on est arrivé à un stade où le vlog ne cesse de se réinventer tout le temps. Mais il y a quand même ces deux gros courants du vlog à thème, qu'importe. Avant, c'était à la journée, on faisait du daily vlog. Ensuite, on a fait du weekly vlog. Ensuite, il y a les vlogmas et ce vlog à thème. Et c'est vrai que bah, j'avais envie de me dire, bah, vas-y, teste un truc où toi, tu fais un vlog d'un vlog. Parce que, en fait, j'adore... en fait, quand je partage un truc, bah, une semaine après, bah, j'ai déjà d'autres idées en tête et je me dis, c'est hyper frustrant parce qu'un projet, tu peux le continuer, tout ça. Et je me suis dit, bah, vas-y, insère des messages parce qu'en un an, t'as changé. Et c'est comme ça que j'ai créé mon vlog, finalement. Mm. Un truc qui a, je crois, n'a jamais été fait. Mais j'ai pas l'impression que ça bouge trop. Donc toi, c'était clairement du vlog à thème Ouais, sur ta performance à toi, ouais. savoir finir ton mémoire de M2, un mémoire consacré au Au vlog, vlog. on en parlait, donc c'était ultra méta Ouais. comme démarche. Moi, j'ai adoré cette vidéo parce qu'on te suit vraiment tout au long de l'année. On voit tes doutes, tes moments de Mm. panique, l'échéance se rapprochant, le retard que tu as pu prendre à un certain moment, les dernières modifications, etc. C'est hyper intéressant. Je pense que pour un jeune bachelier, c'est ultra angoissant de, Aïe, aïe, aïe. de voir cette vidéo Ouais. parce qu'on dit putain, c'est pas terminé les galères. Ah ouais. Moi, ça m'a replongé dans des angoisses d'études supérieures assez terribles. Euh, mais, euh, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quoi? T'as expérimenté tout en y incorporant, c'est quasi du documentaire Mhm. incarné, parce que tu y incorporais des moments face cam Mm, qui pour le coup ont été filmés récemment, j'ai mm. Ouais. l'impression, où tu revenais Mm, sur ce que tu avais vécu quelques mois auparavant. mm. Déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était très réel et très angoissant. Et beaucoup, ça les a replongés. Et même, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ça me rassure de me dire que en fait, je suis pas juste nulle. Parce que c'est ce que j'essaye de faire aussi dans ce vlog. C'est à la fois de partager du concret. En fait, j'avais filmé sur un an et à la base, j'avais juste prévu de faire un vlog. Mm. Et quand je suis arrivée au moment du montage, je me suis dit, il manque trop d'infos. Moi, j'ai envie de faire un vlog qui parle du vlog et expliquer quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit que rajouter des petits moments de face cam, ça permettait du coup aux spectateurs de comprendre ma démarche. Et en même temps d'expliquer ce que c'est un vlog, de dire là, j'ai mis cette partie-là parce que je me suis questionnée dans quel sens. Et j'explique tous les rouages du vlog. Là, il y a des moments que vous avez en début, mais c'est sûrement des moments que j'ai vécu à la fin. Et du coup, ça me permettait à la fois aussi d'être moi-même ma propre critique de vlog parce que comme j'ai tendance à, à faire de l'analyse un peu tout le monde, je me dis bah en vrai j'ai qu'à aussi faire de l'analyse de moi-même parce que je suis aussi tout ce que je dénonce et c'est aussi un parti pris de dire je sais me situer, je sais ce que je fais et je le fais à ma façon. Du coup je préfère vous en parler et c'est un peu ce truc de l'authenticité. Moi c'était un peu la démarche de je sais que l'authenticité ça marche et je sais que ce vlog va fonctionner. Je sais que ce vlog va fonctionner et ça a été un truc quand même qui est assez marrant, c'est que avant cette vidéo ça fait 6 ans que j'avais pas fait une vidéo qui avait fait plus de 100 000 vues. Ça veut dire que j'ai réussi à faire un vlog
à créer un vlog. En fait, j'ai réussi à comprendre comment fonctionne le vlog Mmh. et à reprendre tous les codes du vlog pour en faire un vlog qui fonctionne. Et du coup, indirectement, moi, de publier ce vlog et de faire, enfin, d'avoir toutes ces vues, ça m'a fait dire, en fait, t'as bien compris ton sujet. T'as bien réussi à comprendre ton sujet et tu mérites un petit peu ta note parce que t'as compris comment fonctionne le vlog et comment fonctionne toute l'économie autour. On peut le dire, tu as eu 18. C'est vrai. Je suis désolé, je spoil peut-être le vlog pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais ouais, tu as eu Ouais. 18. Moi, en regardant ce vlog, ce documentaire, peu importe comment on l'appelle, je me suis posé une question, c'est à quel moment ça pose problème d'être le sujet de sa propre recherche? Parce que tu travailles Mm, mm. sur l'influence depuis longtemps, mais tu es toi-même une influenceuse. Mais c'est ça qui m'a valu une super note. C'est le fait que moi, je questionne beaucoup, en fait. Je questionne tout le temps ma place. De toute façon, ça, depuis enfant, j'ai vraiment ce truc de toujours me dire comment savoir, comment me comporter, comment pas... je repère, en fait, après, j'ai fait de la psycho et de la socio, c'est parce que j'avais une appétence quand même pour ça. Je repère assez facilement la place des gens dans les espaces. Et c'est vrai que mon travail de recherche, j'ai... écrit et ainsi de suite, mais à la fois, dans plein de moments, j'ai précisé, j'ai un exemple concret, je parle à un moment de maternité avec une enquêtée, Mhm. qui est donc une personne que moi je ne suis pas, mais elle qui me connaît. Donc c'est une femme qui a des centaines de milliers d'abonnés, mais elle me connaît, moi je la connais pas, et elle a accepté de participer d'elle-même. Et en fait, je lui pose une question, et la question la froisse, et après elle dit, oui, bon, enfin, je veux pas que tu penses que je suis une antiféministe, et que ça, mais tu vois, ce que tu dis, moi je suis pas... Et en fait, je sens que sa réponse change, parce qu'elle sait qui je suis et parce qu'elle me connaît. Et ça, c'est des choses où, dans mon mémoire de recherche, je l'explique. Je dis, là, à ce moment-là, je pense pas qu'elle ait changé d'avis. Je pense qu'elle je pense qu'elle a changé d'avis parce que... euh, parce Par que peur d'être jugée. oui, et parce qu'elle sait mon travail et qu'elle Mm. sait qu'en vrai, je suis militante et qu'en dehors d'être sociologue, j'ai quand même un travail sur les réseaux sociaux qui est plus enfin, qui se rapproche beaucoup du militantisme Oui. aussi. Et du coup, elle avait ce truc de dire, je sais comment tu penses et je connais ton avis sur les sujets, donc je vais m'adapter à toi. Et en fait, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et en sociologie, c'est hyper important de toujours dire, là, ma place, elle est comme ça, là, j'étais comme ça, là, j'ai ressenti ça. Et c'est un gros travail de réflexivité qu'on apprend à faire avec les études et qui m'a valu énormément de points parce que en fait, ma tutrice et ma co-jury ont dit que j'avais réussi à vraiment maintenir une place très juste en termes de qui je suis. Et quand je pouvais apporter des choses parce que j'ai vécu des choses, ben, je le faisais, mais jamais que moi-même. Et ensuite, quand j'avais des nuances à faire parce que je pensais qu'il y avait des choses qui étaient un peu changées à cause de ma position, ben, je le précisais aussi. Voilà. Ça, c'est du point de vue de la sociologue, Ouais. de l'étudiante en sociologie, mais du point de vue de l'influenceuse. Mm. À quel moment tu te dis, bon bah, à force d'étudier, de questionner, de critiquer, de remettre en question ce job et cette industrie, à quel moment tu te dis, bah, est-ce que j'ai envie de continuer aussi? Ça a été, ça a été un grand truc parce que faut savoir que pendant très longtemps, j'avais vraiment ce truc de, l'influence est quelque chose de central dans ma vie. Moi, j'ai commencé, j'avais 18 ans, enfin 19 ans, quoi. Donc j'étais en études sup, mais j'ai commencé ça, il y a 12 ans, en vrai, précisément. Et ensuite, j'ai eu un moi, je parlais de sexualité, donc bah, YouTube a monétisé, heu, Ensuite, bah, du coup, je me suis fait shadowban pendant à peu près 5 ans parce que, bah, les pubs veulent pas être mettre sur ce genre de choses et YouTube Mhm. te met pas en avant et cetera. Et suite à ça, moi, j'ai repris des études en psycho et j'ai commencé à travailler à côté. Et je me rendais bien compte que, entre évidemment aller, travailler avec des enfants à mi-temps où je suis payée 600 € par mois et faire des placements de produits où, je suis payée 600 € par mois, j'étais en mode: «Bon, il y a peut-être dans un des 2 mondes où j'ai plus envie d'être». Et moi, j'ai toujours été très, créer des vidéos, j'ai toujours, fait ça, depuis que je suis enfant, créer des formats, faire des sketchs, j'ai fait 12 ans de théâtre et ainsi de suite. Et quand, j'ai commencé, les études sup, il y a vraiment eu à la fin de mes études, master 1, master 2, un genre de rejet où pendant, quasi, 7 mois, j'ai plus publié, sur YouTube. Et pendant ces 7 mois où j'ai rien publié, j'avais jamais fait ça avant, mais en fait, je me suis aperçue que le monde continuait de tourner et que moi, en fait, ce que je faisais, ça continuait de tourner aussi. Et c'est surtout à ce moment-là où j'ai commencé à questionner moi-même mes pratiques, où je me suis dit, quitte à publier, parce que évidemment, on est tous des influenceurs, donc on pollue, enfin, on participe à une industrie, enfin, on en a conscience. Je me suis dit, de toute façon, comment essayer de trouver une place pour trouver un juste milieu. En fait, c'est toujours pour moi un équilibre entre
qui je suis, ce que j'ai envie de faire, mes valeurs. Évidemment, quand tu fais ce travail, tu es obligé de renier certaines valeurs. Et comment faire en sorte que même si je renie certaines valeurs, ben, j'arrive à les compenser autrement pour trouver un peu un équilibre dans tout ça. Et En c'est trouvant du ouais, sens à ce que tu fais, voilà, concrètement. ouais. Ouais, voilà. Et aussi de me dire que l'influence, c'est pas forcément quelque chose. En fait, pour moi, c'est plus quelque chose pour promouvoir aussi tout le travail que je fais derrière et qui est vraiment dans une optique d'aider genre le plus grand nombre qui se rendent compte que. Enfin, voilà, de la socio, quoi, au final. Il y a quelque temps, tu as fait une vidéo sur Kaizen. Oui, Tu en parlais tout à l'heure. Là, on l'a appris au moment où on enregistre, il y a quelques jours, mais quand ce sera diffusé il y a quelques semaines, que Inox se lançait dans une nouvelle aventure, mhm, traverser l'Atlantique. ok. Qu'est-ce que t'inspire toute cette volonté des créateurs d'avoir des arcs performance? On l'a vu avec le Fight, on le voit avec le GP Explorer. L'idée du dépassement est devenue centrale depuis quelques mois, quelques années sur, dans la culture web. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bon, en vrai, c'est politique. De toute façon, enfin, le vlog est par essence politique et l'influence est par essence politique. Moi, c'est des choses auxquelles. Bon, enfin, en tout cas, dans ma façon de voir le monde, c'est des choses que je valorise pas forcément. Pour Kaizen, bah, si tu l'as vu, tu as vu que j'étais quand même très nuancée. Pour moi, c'est un truc très libéral autour voilà, de vouloir toujours plus, en fait, faire des toujours plus grandes choses. Et je pense honnêtement aussi, Seb en parlait à un moment dans un documentaire, en fait, le problème des influenceurs qui ont beaucoup d'argent, qui ont des modes de vie qui sont complètement déconnectés de nos réalités, c'est qu'en fait, ils s'ennuient aussi. Seb disait dans un moment, moi, je me fais chier en fait si je vais pas visiter une montagne. En fait, on est arrivé à un stade, et c'est un truc très courant chez les gens très riches, hein, c'est que en fait, quand tu as plein d'argent et que tu plus d'objectifs, bah, tu te fais chier. Et donc, ils ont besoin de faire des trucs de plus en plus gros, de plus en plus durs et de plus en plus intenses. Et je pense aussi pour Inox, j'en ai grandement parlé, il y a aussi une volonté aussi de créer du lien avec son père. Ah, c'est très clair. Et je pense que du coup, tout ce qu'il fait, c'est vraiment pour impressionner son père. Et je pense que beaucoup de gens devraient plus aller chez un psy, faire une thérapie, et ainsi de suite, avant d'aller faire ce genre d'aventure. Et moi, j'ai l'impression que pour Inox, c'est plus thérapeutique qu'autre chose, sauf qu'on est arrivé à un stade où on préfère genre aller traverser l'Atlantique parce que c'est plus stylé que d'aller chez un psy, quoi. Mais ça vend surtout le truc, et moi, c'est ce que je reproche un peu à ce genre de format, c'est euh, la méritocratie. Et le fait que ça met en danger plein de personnes. Enfin, je veux dire, combien d'influenceurs sont montés en haut de montagne et du coup sont redescendus en hélicoptère. Enfin, il y a aussi ce truc Bien sûr. des gens qui font de la randonnée, qui disent bah, s'ils descendent pas de la montagne, ils n'ont pas vraiment monté. Et ça fait qu'il y a aussi tout un tourisme autour de ce genre d'activité qui, du coup, met en danger les populations qui sont autour, qui met en danger le tourisme et l'industrie. Et moi, c'est pour ça que je suis pas du tout d'accord avec ce genre de pratique. Et moi, ce que je disais il y a quelques temps dans une chronique, et j'aimerais te partager cette réflexion, parce que pour le coup, je pense que c'est aussi peut-être une clé de compréhension, c'est que c'est aussi une mise en scène de leur propre parcours. Parce qu'en réalité, la création de contenu, entre guillemets, est vendue comme une méritocratie, comme une autre. C'est vrai. On, on les voit souvent, les plus gros créateurs en parler. C'est à force de travail, on lâche rien, on se bat, on a testé, on s'est mis en danger et on a réussi. Et on a réussi à atteindre le sommet. C'est vachement présent dans le discours et dans le storytelling des créateurs aujourd'hui. Euh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment le travail qui finit par payer dans la création de contenu? Ou est-ce qu'au fond, c'est beaucoup de chance En fait, aussi? il y a quand même une grande partie de chance, faut pas l'enlever, mais il y a quand même un truc où, moi, des résultats que j'ai eus, c'est que les gens avec les plus gros capitaux de base, beh, s'en sortaient beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'ils avaient plus de enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, la majorité, pour pas dire tous, des influenceurs qui ont des entreprises annexes, c'est des gens qui viennent pas d'un milieu populaire. C'est des gens D'accord. qui ont plutôt, de bons capitaux. Enfin, Inox, c'est pas un prolo non plus, en fait. Parce que c'est dingue, parce qu'on nous a toujours vendu la création sur Internet, Ouais. justement comme une horizontalité et une manière Mmh de mh. faire parler les petites gens. C'est ça, mais je veux dire que les gens qui ont commencé, bah, Léna, situation, a commencé, elle avait déjà une caméra, elle avait déjà du matos. Quand moi j'ai commencé avec ma webcam, on est plusieurs à avoir commencé avec sa webcam. Il y a des gens qui sont arrivés et en fait c'est ça, en fait les gens pensent vraiment que être riche c'est juste avoir de l'argent, mais en fait la culture
C'est un milieu culturel. Pour moi, les influenceurs sont des artistes. En fait, le créateur de contenu est un artiste. Et quand tu baignes dans l'art depuis le plus jeune âge, quand tu as pu avoir des parents qui t'ont aidé financièrement à te développer culturellement et ainsi de suite, évidemment que quand tu vas créer du contenu, tu auras ton sac à dos plus rempli que ceux qui n'en ont pas et qui te permettra donc de déjà connaître les codes de la télé, connaître les codes des séries et ainsi de suite, et pouvoir donc te développer aussi plus rapidement. Du coup, non, dire que... alors, évidemment, il y a de la chance, il y a du mérite, etc. Mais aussi, il faut voir la haine que reçoivent les influenceurs. Il y a des femmes de classe populaire qui ont réussi à percer, mais c'est pas les mêmes personnes qui font de l'entre-soi. Enfin, je veux dire, il y a tout un groupe d'entre-soi dans l'influence. Bien sûr. Voilà. Quand on pense influenceur, on pense à tel type d'influenceur. Mais par exemple, il y a tout un tas de créateurs sur Snapchat C'est ça. dont on n'entend jamais parler. Et qu'on méprise grandement. Voilà. Et du coup, il y a vraiment une différence, même juste en termes de... Quand on pense à un bon influenceur et un mauvais influenceur, c'est même pas en termes de communauté, finalement, c'est en termes de culture et de classe sociale. Et c'est vrai que les femmes de milieux populaires, même les hommes, même les hommes racisés, de milieux populaires et ainsi de suite, ils vont recevoir de la haine beaucoup plus intense que d'autres. Léna Situation, par exemple, elle reçoit beaucoup de haine raciste aussi, de haine sexiste, mais à la fois, elle est quand même dans un autre soi qui est quand même culturellement bourgeois, donc ça va, elle est pas autant exposée que d'autres influenceuses Qu'une poupette Kenza, par exemple. Voilà, qu'une poupette Kenza, par exemple. Et parce qu'on va considérer que Léna Situation est plus légitime. Et elle-même, elle va le dire, elle a fait des trucs en disant « Booba, il a raison, il y a des bons influenceurs ». Enfin, elle le dit pas comme ça, mais il y a quand même du classisme très présent, sexisme, classisme et racisme très présent dans le milieu de l'influence. En fait, c'est juste qu'on reproduit ce qu'on fait dans la vraie vie, mais sur les influenceurs. Oui, c'est vrai qu'au moment des différentes lois et au moment de la polémique influx-voleur lancée par Booba, il y avait vraiment les créateurs de contenu qui ont fait « Attendez, nous, on est des créateurs, on fait attention ». Et il y a les mauvais influenceurs, c'est eux sur qui il faut taper. Alors qu'en réalité, concrètement, ce secteur avait sans doute besoin d'être réglementé. Après, on a sans doute mal fait les choses. Mais d'une réglementation et d'une transparence. Il y avait quand même ce besoin de réglementation et de transparence, et c'est assez flagrant de voir qu'il y a plein d'influenceurs qui ont fait des placements de produits dégueulasses. Il y a plein d'influenceurs qui mettent toujours pas collaboration commerciale et qui ont des milliers d'abonnés et qui sont top 1. Mais par contre, on va facilement... en fait, ils ont plus le droit à l'erreur. Ça va être en mode, oui, en fait, on va moins voir parce que d'un côté, quand tu regardes quelqu'un en ayant un peu déjà de mépris de base, tu vas regarder toutes les choses en te disant, là, c'est pas bon. Alors que quand tu regardes quelqu'un que tu te dis, j'ai trop envie d'avoir sa vie, tu vas être beaucoup moins critique envers cette personne. Et ça fait que vraiment, les lois de l'influence, pour moi, sont à deux mesures. Et même la DGCCRF, moi, je suis à l'UMIC, donc je vois un peu comment ça se passe. Syndicat des créateurs indépendants, ça ? Non, même pas, créateurs. Ouais, je sais même pas comment ils l'ont. Je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment déjà, ils représentent pas les influenceurs de télé-réalité, parce qu'ils sont considérés comme étant. Pourtant, on est quand même des influenceurs. Mais quand les noms sont sortis, c'était toujours des candidats de télé-réalité. Bien sûr. Alors que voilà, c'est les candidats de télé-réalité, il y a des choses à dire. Mais je trouve qu'ils sont finalement moins dangereux que des gens qui ont de la légitimité en ligne et qui se permettent de ne pas suivre les lois et de faire des placements de produits qui ne sont pas vraiment des placements de produits où tu ne sais pas, est-ce que quand tu promouvois ta marque, tu dois le préciser. Logiquement, maintenant, oui. Pour autant... Certains le font sans le signaler, clairement. En vrai, j'ai jamais vu quelqu'un dire... placement de produit quand il arrive pour promouvoir sa propre entreprise. Et c'est un peu ce que j'ai aussi reproché à Pierre Chabrier dans sa vidéo, puisque à la fin, il fait tout un placement pour sa propre entreprise. Et du coup, ça questionne. Est-ce que du coup, on est obligé de préciser toujours pour les autres, mais pas quand c'est notre propre entreprise? Mais du coup, c'est hyper biaisé, parce que ceux qui n'ont pas leur propre entreprise gagneront beaucoup moins d'argent. Et surtout que quand tu as autant d'influence pour promouvoir ta propre entreprise, tu restes une entreprise. Et du coup, la loi, elle est quand même fait pour valoriser ceux qui ont quand même le plus de capitaux de base. C'est passionnant, parce que pour le coup, on a souvent décrit ce milieu comme un milieu émancipateur. Ouais. Alors ça, non. Où il y a, pour le coup, on peut s'élever socialement. Ouais. C'est aussi une manière de pouvoir avoir accès, ne serait-ce qu'à une tribune, une audience, ce qui n'est pas le cas des classes populaires en général. Ouais. J'ai une dernière question. Oui. Donc ça fait plus de 10 ans, ça fait 12 ans maintenant que tu es sur Internet. Dans 10 ans, t'imagines que le milieu évoluera comment ? Est-ce que l'authenticité sera toujours au cœur de ce milieu ? Déjà, dans 10 ans, je pense que quasi tout le monde fera de l'influence.
Il y aura peu de gens qui font plus ça. De toute façon, les nouvelles générations... Enfin, peut-être qu'il y aura un tournant avec les nouvelles générations qui vont se dire on fait l'inverse de ceux d'avant et on va créer un nouveau format parce que les réseaux sociaux, comme nous, on a critiqué la télé. Ouais. Mais il y a quand même un truc où aujourd'hui... Secret Story, je donne vraiment cet exemple. Secret Story, on fait une nouvelle saison où ils filment la maison, mais aussi ils filment les cadreurs. Où en fait ils sont allés encore plus dans l'intime, où ils ont retiré la caméra en disant maintenant la prod on va la voir. Oui. La prod qui n'est pas censée être des acteurs actrices se retrouve à jouer ça. Et il y a de plus en plus d'entreprises, de formats, de télé, enfin de films qui reprennent un peu ce code de casser donc je sais pas, le quatrième mur on dit. Ouais, le Voilà. quatrième mur. Et de montrer finalement la prod. Et ensuite, si on monte la prod, on pourra montrer... Enfin, on peut aller super loin dans le concept. Oui. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui jouent avec ça, qui montrent comment on dit, leurs employés dans Bien les sûr. stories et ainsi de suite. Et en fait, moi... Ça va du boucher Ouais, au c'est ça, pâtissier, en passant par la petite PME C'est ça, ouais. qui montre la vie de bureau. Et je sais pas où on en sera dans 10 ans, mais la seule chose que je sais, c'est que j'ai très peur pour nos droits du travail. Globalement, en fait, c'est ce qui m'effraie le plus, c'est que on a réussi avec le libéralisme, le néolibéralisme, de faire fusionner l'humain et l'entreprise. C'est-à-dire que nos vies, et chez une grande majorité d'influenceurs, sont tous les pans de notre vie, le poids, genre la santé, enfin tout, sont organisés comme si c'était une entreprise. Et en fait, on a d'une sorte réussi à faire que on devienne une entreprise à part entière et de faire fusionner le travail et notre personnalité. Et je pense que ça va évoluer. J'ai pas trop de... Je sais T'es pas un peu inquiète. Ouais, je suis un peu inquiète et à la fois je suis D'accord. un peu curieuse, mais je pense que ouais, je pense qu'on va le payer. Enfin, en tout cas, les plus pauvres et les plus précaires vont le payer puisqu'il va y avoir un écart. Mais en tout cas, je pense que d'ici 10 ans, tout le monde aura besoin, en tout cas, d'avoir une présence en ligne. À part, c'est une petite révolution chez les jeunes. Ce que Voilà. À C'est ça. voir. Rendez-vous dans 10 ans. Ouais. Merci beaucoup, Léa Lachou. Merci pour l'invitation, c'était très intéressant. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis on se retrouve sur Instagram et sur TikTok, vrai.redouane. À très vite.